Je disais bonjour à toutes et tous. Nous sommes ensemble donc pour une table ronde d'1 h 30 sur, le thème EHPAD et hôpitaux, quelle place pour le privé? Et cela dans un contexte particulier que je vais rappeler. En janvier 2022, la parution du livre du journaliste Victor Castanel, Les Fossoyeurs, provoquait le scandale Orpea. Le livre, fruit d'une enquête minutieuse, décrit comment le deuxième plus grand groupe français gestionnaire d'EHPAD, donc établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, rogne sur ses coûts pour augmenter la rémunération de ses actionnaires. Par exemple, en limitant à 3 par jour le nombre de couches pour une personne âgée dépendante, quitte à la laisser dans ses excréments, ou en refusant de nourrir à leur faim les résidents. Cela dans l'un des établissements les plus luxueux et les plus chers de France, l'EHPAD des Bords de Seine à Neuilly, où le prix au mois se situe entre 7 000 et 15 000 euros. Ce matin même, le groupe a présenté un plan de transformation afin de diminuer le turnover des personnels, d'améliorer la prise en charge des résidents et aussi de rassurer investisseurs et créanciers. Le groupe cherche notamment à convertir une partie de sa dette colossale de plus de 9 milliards d'euros en capital, avec l'espoir qu'au moins 20% de son capital social soit détenu par des investisseurs institutionnels français à long terme, comme la Caisse des dépôts. Au sein de l'État, le groupe est jugé too big to fail, c'est-à-dire trop gros pour disparaître. Ce matin encore, le parquet de Nanterre a confirmé que plusieurs dizaines d'EHPAD du groupe faisaient l'objet de perquisitions dans le cadre d'une enquête ouverte pour maltraitance institutionnelle. Orpea n'est pas seul en cause, comme l'a montré un numéro de Cash Investigation diffusé en mars 2022 qui portait sur les groupes Corian et Domusvie. Les groupes non cotés en bourse sont aussi soumis à des pressions de rentabilité extrêmement fortes, ainsi que le démontrait il y a un peu moins d'un an un rapport de l'Institut Veblen intitulé « Financiariser le grand âge, le rôle du capital investissement dans la gestion des maisons de retraite au Royaume-Uni, en Allemagne et en France ». Après l'éclatement de ce scandale, des voix se sont élevées pour réclamer que les entreprises privées à but lucratif soient exclues des activités de soins et de prise en charge de la dépendance. En France, les 7 500 EHPAD recensés proposent un peu plus de 600 000 places. Ces places sont réparties entre 3 types de structures: des établissements publics pour 42% d'entre eux, des établissements privés à but non lucratif pour 28% et des établissements privés lucratifs, comme Corian, Orpea ou Domusvie, pour 30% d'entre eux. Du côté des soins de santé, le secteur et ses 3 000 établissements se répartissent aussi entre structures publiques, structures privées non lucratives et cliniques privées. Sur les 387 000 lits d'hospitalisation complète et les 80 000 places d'hospitalisation partielle, les établissements de santé publique concentrent 60% des lits et des places, les établissements privés à but non lucratif 15% et les établissements privés à but lucratif 25%. Plus que le soupçon de maltraitance qui plane aussi sur la prise en charge hospitalière publique en raison d'un manque de moyens, la question de la place du privé à l'hôpital est posée par deux types d'arguments. D'une part, le poids de la dépense publique, environ 100 milliards d'euros par an aujourd'hui pour les établissements hospitaliers publics et privés, sur un budget de la santé de 245 milliards d'euros, et ce poids est amené à croître sous l'effet de l'augmentation de la population, de son vieillissement et du poids des maladies chroniques. Il y a aujourd'hui 24 millions de personnes qui en souffrent en France. Si l'on veut ralentir la progression de ces dépenses, on peut privatiser une partie plus conséquente qu'aujourd'hui du soin. Cela aurait pour conséquence de faire peser davantage sur les ménages le financement des soins et d'accroître encore les inégalités de santé, comme le montre l'exemple des États-Unis, où la dépense de santé est à la fois très élevée, 17% du PIB contre 12% en France, et très largement privatisée. Le deuxième argument a trait au poids de la bureaucratie à l'hôpital public. Pour libérer les soignants des contraintes bureaucratiques, des procédures et des lenteurs administratives, il faudrait donner plus d'autonomie aux établissements dans l'organisation et le recrutement, sur le modèle des établissements privés non lucratifs par exemple, ce que défend le haut fonctionnaire Jean de Kervasdouet. Ces réflexions interviennent sur fond de virage ambulatoire, c'est-à-dire de prise en charge des patients à la journée, qui permet aussi de réduire le poids des dépenses publiques. L'ambulatoire est particulièrement adapté aux opérations circonscrites et sans complications, comme une opération de la cataracte, beaucoup moins aux prises en charge complexes ou peu prévisibles. Cela n'est pas sans lien avec le statut des établissements. La Cour des comptes relevait en 2019 que le case mix, c'est-à-dire la palette de soins délivrés, est plus étroit dans les cliniques privées que dans le public.
Les soins en hospitalisation complète relèvent principalement des hôpitaux publics, 69% des séjours, alors que 49% des séjours d'hospitalisation partielle sont réalisés dans le secteur privé lucratif. Les soins de longue durée et la psychiatrie sont essentiellement pris en charge par les établissements publics. Alors, faut-il réduire la place du privé lucratif dans la prise en charge des soins et de la dépendance? Peut-on se passer de ces établissements privés dans un contexte démographique de vieillissement de la population et d'accroissement des maladies chroniques? La qualité ou la non-qualité de la prise en charge est-elle une question de statut des établissements? Les organismes privés à but non lucratif ou les établissements publics sont-ils plus soucieux de la qualité des soins prodigués aux malades et aux résidents? Ont-ils assez de moyens ou sont-ils trop rationnés sur leur budget? Un statut d'entreprise à mission peut-il éliminer les défauts du privé lucratif? Ou plus simplement, les problèmes ne s'expliquent-ils pas surtout par les carences de l'État qui a négligé sa responsabilité de contrôle de la qualité? Pour discuter de ces questions, nous sommes en présence de 4 intervenants. Aline Choquet, vous êtes consultante évaluatrice de la qualité en établissements médico-sociaux, reconnue experte par l'AFNOR, et vous avez une formation de soignante. Vous êtes donc sur le terrain. Christophe Pascal, vous êtes maître de conférences en sciences de gestion à l'université Jean Moulin Lyon 3. Vous enseignez auprès de publics de cadres soignants et cadres de direction d'établissements de santé et d'EHPAD, notamment sur l'évaluation médico-économique. Et vous travaillez aussi sur les questions de coordination entre acteurs individuels et institutionnels dans les secteurs de la santé et du médico-social. Vous avez aussi le regard d'un expert du terrain. Mathias Devatripon, vous êtes professeur d'économie à l'Université libre de Bruxelles. Vous avez publié en mars 2022 dans Les Échos un papier d'analyse intitulé « EHPAD, l'entreprise à mission est-elle la solution ?», où vous revenez sur les conditions nécessaires pour que le statut d'entreprise à mission pour des groupes comme Corian ou Orpea, s'ils l'adoptaient, permette de faire disparaître les dérives que l'on a pu observer. Pierre-Yves Joffard, enfin, vous êtes directeur de recherche au CNRS, professeur à l'École d'économie de Paris, économiste, donc vos recherches portent sur l'analyse des systèmes de santé et plus particulièrement sur les inégalités sociales de santé. Et je vous propose qu'on commence tout de suite par votre intervention, Aline Choquet. Questions qui ont été soulevées par le scandale Orpea. Merci, bonjour à vous. Alors effectivement, alors désolé, vous ne pouvez pas me voir sur la caméra puisque j'ai un petit souci. Effectivement, le scandale Orpea pose la question de la gestion de la qualité dans les établissements et notamment de son évaluation. Alors, comme tous les établissements médico-sociaux, les EHPAD sont soumis à des évaluations régulières qui, jusqu'à présent, l'année 2021, étaient faits d'une façon non harmonisée et on pourrait dire un petit peu disparate dans le secteur médico-social et qui donnait en termes de méthode et de résultats, des résultats extrêmement différents. À partir de janvier 2023, on a une réforme importante qui arrive sur ce secteur et qui impose un référentiel unique, des exigences accrues et une consultation beaucoup plus importante de l'usager. Alors, c'est intéressant de voir que cette réforme, elle est directement inspirée du secteur sanitaire qui a déjà largement mis en place ces méthodes d'évaluation. Évidemment, ça pose question. Actuellement, les évaluations telles qu'elles étaient faites ne permettaient pas d'avoir une visibilité et une transparence, une compréhension aussi pour le public et pour l'usager de la réelle qualité qui est dispensée dans les établissements. Par ailleurs, le contrôle qui était effectué dans les établissements était fait aussi par les ARS sur des questions plus techniques et plus pointues et complété par des évaluations par des organismes extérieurs agréés. Par contre, certaines questions vont continuer à se poser, notamment le choix des évaluateurs qui reste toujours du choix de l'établissement, ce qui peut provoquer un biais, contrairement aux établissements hospitaliers où c'est l'ARS qui prend la main dans ce contrôle de la qualité. Alors, est-ce que, effectivement, la question de se dire
Est-ce que le privé a sa place? Je pense, dans l'accompagnement des personnes âgées en EHPAD, on retrouve aussi des situations de non-qualité dans des établissements publics, dans des établissements associatifs. C'est généralement évidemment pas voulu par l'établissement, mais plus souvent lié à des organisations mauvaises ou une absence de moyens qui est renforcée d'ailleurs actuellement par les difficultés de recrutement. Donc, il y a sûrement des points qui sont à soulever, donc un financement qui devient très tendu pour les établissements et qui incite des directeurs à faire des économies, évidemment, au détriment des résidents. Voilà, dans une première partie, un peu ce qu'on peut évoquer et de souligner aussi que la non-qualité est aussi le résultat de difficultés importantes à retrouver des professionnels, quel que soit le secteur. Je vous laisse continuer sur ce qu'on peut en dire. Peut-être vous aurez d'autres questions sur vraiment merci beaucoup. La qualité. Juste, vous, du coup, quand vous faites par exemple, vous faites un contrôle, vous repérez des manquements ou des choses qui ne conviennent pas, qu'est-ce qui se passe, en fait, là, dans le système actuel avant la réforme de 2023? Alors, avant la réforme, alors évidemment, tout dépendait si c'était des manquements graves ou des manquements faibles. Évidemment que s'il y avait des manquements graves et qui s'apparentent à de la maltraitance, évidemment qu'on est même soumis à l'obligation de signalement. Dans ce cas-là, auprès du financeur, auprès du procureur, évidemment auprès de l'établissement, et on va lui intimer d'amener des modifications très rapidement. À chaque évaluation, on a bien un rapport qui est fait et qui donne des préconisations sur ce qui est souhaité. Alors, dans le scandale Orpea, ce qu'il faut noter, c'est que c'était des éléments qui n'étaient pas visibles lors d'une évaluation. Par exemple, je pense à la question des marges arrière que souligne ce rapport. Ce sont des éléments sur lesquels on n'a pas les capacités actuellement de vérifier qu'il n'y a pas de marge arrière, par exemple. Les contrôles qui sont faits ne permettent pas de trouver ces dysfonctionnements et ces fraudes. Ça serait plutôt les inspections ARS qui pourraient les retrouver. Une question persiste, est-ce que les ARS sont en capacité de les débusquer, sachant que dans ce cas-là, il faut un nombre important de professionnels formés sur ces missions et qui demandent des explorations quand même assez importantes de ce qui se passe sur un établissement. Et après la réforme de 2023, vous serez plus en mesure de les repérer, ces dysfonctionnements, ou pas plus? Alors, la réforme est très intéressante parce que déjà, on va partager un référentiel unique, donc on va gommer des disparités qui étaient issues de ces référentiels, qui n'allaient pas au cœur des problématiques. Ce référentiel, il nous place aussi l'usager au cœur vraiment de l'interrogation, c'est-à-dire qu'on va les interroger directement sur leur perception. On le faisait déjà un petit peu avant, mais de façon moins organisée, moins obligatoire, alors que maintenant c'est beaucoup plus fléché. Et puis, il y a des injonctions, c'est-à-dire que sur certains critères nécessaires, une note insuffisante va entraîner automatiquement une injonction pour l'établissement à se remettre dans l'ordre. Ces dispositions-là n'existaient pas avant. Donc, il y a quand même un caractère beaucoup plus contraignant pour les établissements médico-sociaux avec le nouveau référentiel. Très bien, je vous remercie. On aura sûrement l'occasion de revenir sur ces détails. Je donne tout de suite la parole à Christophe Pascal. Vous travaillez en sciences de gestion et vous avez aussi une vision assez proche du terrain sur ce qui se passe en termes d'évaluation de la qualité, aussi en raison des publics à qui vous enseignez. J'imagine que vous avez beaucoup d'échanges aussi avec les élèves sur ce qui se passe. Et du coup, quel est votre regard sur ces questions? Merci Madame Mouzon pour
ces interventions et pour votre question. Effectivement, j'ai le plaisir et les privilèges d'enseigner, notamment devant des publics d'infirmières coordinatrices, de cadres de santé, de responsables qualité en EHPAD, au sein de mon université, dans un institut qui est dédié à cette question de la formation continue, à l'université Lyon 3, à la faculté de droit. Et ça nous donne l'occasion d'échanger assez régulièrement avec ces publics sur toutes ces questions. Et bien sûr, on a évoqué l'affaire Orpea, et puis au-delà, toutes les questions qu'elle posait, que vous avez d'ailleurs rappelé, la question de la qualité des soins, la question des moyens nécessaires selon les types d'établissements, la question du statut juridique et de son impact éventuel sur ces éléments, et puis la question peut-être du rôle et des défaillances potentielles des systèmes de contrôle. Alors, cette affaire Orpea, finalement, c'est la mise en lumière de façon un peu caricaturale d'un sujet déjà ancien. Et moi, j'ai souvenir, pourtant, ma carrière est encore loin d'être terminée, que déjà, il y a 10 ou 15 ans, ou même au-delà, on se posait ces questions de différence entre le public et le privé, notamment quand on parlait des hôpitaux publics et des cliniques privées. Et puis, cette question vient maintenant sur le devant de la scène concernant les établissements pour personnes âgées dépendantes, les EHPAD. Alors, c'est une question intéressante. Moi, je voudrais simplement peut-être essayer de clarifier 2-3 éléments avant qu'on puisse échanger avec des questions ou avec la salle. Le premier élément, c'est peut-être la cristallisation qu'a provoqué l'affaire Orpea sur la question du private equity. Et peut-être la confusion qui s'est opérée, de mon point de vue, entre la question de la propriété du capital, notamment par des investisseurs étrangers au secteur, ce qui est la définition, me semble-t-il, principale du private equity, et puis la question plus globale de la dimension groupe qui envahit désormais le système de santé, c'est-à-dire la prise de possession par des groupes des établissements. Mais ces groupes peuvent tout aussi bien être à vocation lucrative qu'à vocation non lucrative. Ils peuvent être pour un grand nombre associatifs, notamment c'est très présent dans le secteur du handicap, c'est présent dans le secteur des EHPAD, vous l'avez rappelé, hein, il y a des EHPAD associatifs, et dans les établissements de santé qui délivrent des soins, eh bien, de la même façon, on a un certain nombre de cliniques qui appartiennent à des groupes qui ne sont pas nécessairement lucratifs. On a tout un tas d'établissements et de groupes qui peuvent être des groupes non lucratifs, à côté de groupes à vocation clairement lucrative, hein, comme Ramsay par exemple, qui sont des groupes notoirement connus. Donc, ça, c'est déjà une première question qui est posée par l'affaire Orpea, qui est mise en lumière. C'est est-ce que le fait d'avoir des propriétaires à visée clairement lucrative et détachés du cœur de métier, c'est quelque chose qui va avoir un impact, ou bien est-ce que c'est le fait d'avoir une logique de groupe? Et moi, je plaiderais pour cette deuxième hypothèse. C'est plutôt la dimension groupale qui aujourd'hui peut-être peut générer un certain nombre d'effets pervers. Elle génère des effets positifs, des mutualisations, des synergies en termes de compétences. Il ne faut pas oublier que le secteur aujourd'hui souffre de pénurie de personnel, quantitativement, mais aussi en termes de compétences. Et donc, l'effet groupe permet aussi de créer des synergies, des complémentarités entre établissements au sein d'un groupe. Ça permet de mutualiser les fonctions support. On a parlé, Madame Choquet rappelait l'essor et le développement des démarches de certification. Ces démarches sont extrêmement consommatrices de temps, elles sont extrêmement consommatrices de compétences, elles nécessitent des compétences de plus en plus pointues. Et quand on se regroupe, ceci permet d'avoir des experts, ceci permet de mutualiser, de développer des méthodes un peu plus systématiques, ceci permet de développer des communautés de pratique. Et donc, ça présente un certain nombre d'avantages. De la même façon pour les achats, on connaît les vertus éventuellement de la mutualisation des achats. Donc, on voit bien que la logique groupe, elle a un intérêt, mais elle peut aussi provoquer un certain nombre d'effets pervers. L'effet pervers numéro 1, on le voit, c'est la tentation d'optimiser à l'échelle du groupe un certain nombre d'éléments, notamment les éléments financiers, avec toutes les contreparties que ça peut avoir sur le terrain. Et moi, ce que nous racontent très souvent les directeurs d'EHPAD, c'est que dans un certain nombre de groupes, ce ne sont plus vraiment des directeurs. Ce sont des responsables d'agence. Leur mission principale, c'est l'animation commerciale. La priorité dans un EHPAD, c'est le remplissage, c'est le taux d'occupation. Et donc, ces directeurs sont en première ligne pour
assurer la relation clientèle, assurer la démarche de prospection commerciale, et puis en première ligne également, pour animer les équipes, s'assurer que les collectifs de soins, les collectifs d'hébergement fonctionnent correctement, s'assurer de la qualité des soins. Et un certain nombre d'autres fonctions sont plutôt renvoyées vers le siège. Bien sûr, parfois l'élaboration des budgets. Ils sont d'abord, les maquettes de budget sont faites localement, mais ensuite elles sont faites au niveau central. Ça peut être aussi la question de la qualité avec un certain nombre de démarches pour lesquelles le siège vient en appui. Donc, vous voyez que c'est une première question qui est pas si simple. C'est peut-être pas le groupe, c'est peut-être pas le private equity, c'est peut-être la logique groupe. Et j'ai un mot dont on pourra parler tout à l'heure, le managérialisme. C'est peut-être ça la question centrale. Et puis, autre remarque, on a parlé du contrôle. Alors, il y a la certification qualité. Qui effectivement joue un rôle très important, mais il y a le contrôle des comptes par les commissaires aux comptes, et on ne peut pas évoquer cette affaire sans questionner le rôle et la compétence des commissaires aux comptes. Il faut quand même clairement poser la question. Pourquoi les commissaires aux comptes n'ont-ils rien vu? Comment est-ce que c'est possible? On durcit sans cesse les normes de contrôle financier et on se rend compte que finalement un certain nombre d'éléments ont échappé à la certification des comptes. Il y a des explications qui sont données dans les rapports, mais ça pose quand même la question. Et de la même façon, ça pose la question du contrôle par les agences régionales de santé. Mais sont-elles en capacité humaine d'effectuer tous ces contrôles? Et ça, c'est une question récurrente. On aura la même question pour la certification qualité. Les ARS seront-elles en capacité de lire, d'analyser chacun des rapports de certification des établissements de santé? C'est aussi une question qu'il faut se poser. Et personnellement, j'ai des doutes qui ne sont pas liés à leurs compétences, mais à leurs moyens humains. Je pense que ce n'est pas nécessairement tenable dans la durée. Voilà déjà à chaud peut-être deux éléments que je souhaitais partager avec vous, mais je ne veux pas être trop bavard, je vais peut-être vous laisser rebondir ou échanger ensuite avec la salle. Oui, alors moi j'avais juste une question. Est-ce que ça pourrait pas, alors donc c'est intéressant de pointer la logique groupe. Est-ce que ça ne peut pas être une double logique, private equity et groupe? Que la logique de private equity renforce la logique de groupe? Enfin, pourquoi une logique exclurait l'autre? Une question peut-être un peu naïve ou Non, provocatrice. dans ce domaine, il n'y a pas de question, il n'y a jamais de question naïve. Non, vous avez tout à fait raison. Les deux logiques peuvent se superposer, et peut-être, mais là, ça reste à démontrer. La superposition des deux pourrait exacerber les effets pervers qu'on a évoqués juste avant. Et c'est là où on a quand même une question pour nous, enseignants-chercheurs, c'est qu'on manque quand même d'éléments de preuve, de démonstration. On a très peu d'études qui étudient ces questions-là, spécifiquement sur la question des soins et sur la question des EHPAD. On a des études, mais mes collègues économistes sont beaucoup plus pointus sur la question. J'imagine qu'ils vont y revenir par la suite, peut-être. Mais on a peu d'études. On a des études en plus qui sont dans des contextes culturels très différents. On manque un peu d'évidence scientifique sur cette question-là. De la même façon, est-ce que la financiarisation, le private equity dans les groupes de cliniques produit des effets par rapport à des groupes de cliniques qui seraient possédés par des médecins? Il en reste encore quelques-unes en France et sont peu nombreuses. Personne n'est vraiment capable de le dire. Chacun a son ressenti, mais on a énormément de difficultés à objectiver cette question-là. Et on est un petit peu encore au stade de l'affirmation idée contre idée, sans qu'on ait vraiment des éléments extrêmement tangibles. Je voudrais simplement donner un autre élément intéressant, la différence de coût entre les hôpitaux publics et les cliniques privées est l'objet d'un débat sans fin depuis au moins 20 ans entre la Fédération de l'hospitalisation française et la Fédération de l'hospitalisation privée. À coup d'études, de contre-études, le ministère de la Santé essayant lui aussi d'objectiver cette question. Aujourd'hui, les experts, pour la plupart, s'accordent à dire qu'il y a probablement un écart de 15% dans les coûts de production entre un hôpital public et une clinique privée, l'hôpital public étant plus cher de 15%. Mais après, la question, c'est est-ce que les malades sont véritablement équivalents? Est-ce que les conditions d'accueil, est-ce que le spectre vous l'avez bien dit, est-ce que le spectre des maladies, des pathologies prises en charge est équivalent? Toutes ces questions restent quand même, là aussi, en manque de démonstration un petit peu robuste.
Et c'est aussi cet abîme de connaissances à combler, hein, qui reste présent devant nous à cause ou grâce à cette affaire Orpea. Je vous remercie beaucoup. Je donne tout de suite la parole à Mathias de Vatripon. Alors, vous, Mathias de Vatripon, vous êtes économiste et vous vous êtes penché sur la question du statut des entreprises à mission. À quelles conditions, en fait, l'entreprise à mission pourrait-elle être une solution pour les groupes qui gèrent des EHPAD? Oui, merci beaucoup. Vous m'entendez? Oui, oui, on vous entend. Ok, super. Merci beaucoup. Un grand merci pour l'invitation. Donc, un grand merci au GECO. Et déjà, merci pour tout ce qui a été dit auparavant, qui est très, très intéressant. Je dirais que donc, moi, je suis microéconomiste, théoricien, mais je garde un œil évidemment je lis la littérature empirique également. Je dirais que c'est vrai. Bon, je m'intéresse notamment à la question de l'impact de la concurrence sur les marchés, sur le caractère plus ou moins éthique des stratégies des entreprises. Et bon, notamment la question, j'ai écrit un petit papier avec Jean Tirole qui s'appelle The Morality of Markets, qui essaye de regarder en quoi la concurrence et ou la diversité des gouvernances d'entreprise ont un impact sur le côté plus ou moins éthique des équilibres de marché, en sachant qu'ici, évidemment, dans le cadre des EHPAD, je crois qu'on peut partir du fait que une grande imperfection de marché, c'est le fait que les patients et leurs familles ont disons, une idée assez imprécise de la qualité qui est fournie. Bon, certains des patients ne se rendent même pas compte quand ils sont maltraités. Donc, je dirais que dans un monde comme celui-là, il est vrai que, bon, d'un côté, il y a la réglementation qui peut s'assurer que la qualité est fournie. De l'autre, il y a éventuellement, disons, le caractère plus ou moins éthique de la part des prestataires. Et je dirais que, disons, en fait, on regarde un petit modèle où chaque prestataire doit faire disons, un arbitrage entre, d'un côté, gagner de l'argent, gagner sa vie. Alors, c'est pour éventuellement rémunérer des actionnaires, c'est éventuellement, dans le cadre d'une association sans but lucratif, de réinvestir ça dans des bonnes causes, versus, d'un autre côté, si jamais, jusqu'où suivre le bien-être des patients qui, éventuellement, sont un peu naïfs. Et donc, on montre quelques éléments qui sont assez utiles, je crois, dans ce débat-ci. Primo, la concurrence en tant que telle n'est pas nécessairement une mauvaise idée. En fait, de manière intéressante, dans un monde où les prix sont flexibles, plus de concurrence, ça peut vouloir dire que d'un côté, on peut, disons, faire des raccourcis par rapport à l'éthique pour augmenter sa part de marché, et ça marche mieux s'il y a plus de concurrence. D'un autre côté, si les prix sont plus bas, on gagne moins à avoir un patient de plus, et donc ça, c'est un effet qui va dans l'autre sens. Ceci étant dit, dans le monde des EHPAD, des hôpitaux, souvent, une partie du prix est payée par les autorités publiques, est éventuellement fixe. Et là, un résultat assez intéressant, c'est que plus ce prix est élevé, plus c'est attirant d'attirer un patient de plus. Et ça peut en fait réduire l'incitation à être sympa avec ses patients. À la limite, chaque patient naïf qu'on attire est plus rémunérateur. Donc ça, c'est contre le conventional wisdom qui dit ce qu'il faut, c'est augmenter la subvention publique. Bon, mais ça risque d'attirer les gens qui sont attirés par l'argent. Donc, c'est clair que private equity et compagnie, ils vont là où il y a moyen de bien gagner sa vie. Donc là, c'est un premier élément. L'autre élément, c'est que une concurrence entre prestataires asymétriques, c'est-à-dire certains qui sont très intéressés par l'argent et d'autres qui sont beaucoup plus, disons, éthiques, eh bien, il est possible, plus la concurrence augmente, plus la pression
sur les moins éthiques augmente et ils sont progressivement, s'ils veulent survivre, obligés d'un petit peu faire ce genre de choses pour survivre face à des établissements plus agressifs. C'est un peu, quand on dit les coûts du privé, c'est 15% de moins que le public. Si c'est en rognant sur les couches-culottes et la qualité des repas, ça peut forcer un petit peu tout le monde à faire la même chose. Donc ça, c'est un élément tout à fait important. Donc ça pourrait dire qu'il faut s'assurer de protéger les prestataires les plus éthiques. Alors, en termes de politique de santé, politique économique et tout ça, qu'est-ce que ceci veut dire? Ne croyons pas que c'est la politique de concurrence qui pose problème. D'ailleurs, quand on voit, disons, dans les autres marchés, c'est les entreprises qui ont un grand pouvoir de monopole, le mieux, c'est les GAFA, elles ne sont pas plus éthiques que les autres. Hein. Donc, je crois que de ce point de vue-là, la concurrence, c'est une bonne idée. Par contre, travailler sur les fonctions objectifs des entreprises, ça peut avoir du sens. Donc, et ça, c'est complémentaire avec l'autre idée, évidemment, qui est qu'il faut plus de transparence pour que les gens comprennent ce qu'est la qualité qui est fournie et une bonne régulation pour s'assurer que ceux qui trichent se font attraper. Et quand je dis se font attraper, c'est non seulement qu'on les démasque, mais en plus qu'on leur impose des pénalités suffisantes, sinon c'est un simple cost of doing business, hein, qui est évidemment un problème potentiel. Maintenant, travailler sur la gouvernance, ça veut en effet, ça veut dire réduire disons, l'appât du gain. De ce point de vue-là, je dirais que quand on parle de private equity, moi personnellement, je dirais, par exemple, DomusVi ressemble assez fort à du private equity dans le sens où c'est private et pas publicly traded. Corian, Orpea, c'est plutôt des entreprises cotées. Je dirais qu'un avantage, et bon, je suis d'accord qu'ils ne sont pas top, hein, Orpea en particulier, mais même Corian, ce qu'on a vu dans Cash Investigation, c'est assez impressionnant. Mais bon, le fait d'être coté en bourse oblige quand même d'avoir toute une série de réglementations de transparence. Quand on voyait dans Cash Investigation la manière dont DomusVi fonctionne, bon, outre le fait qu'ils sont dans les paradis fiscaux, etc., le fait qu'il y a un fonds quelque part à Londres qui leur impose de rembourser du 15% sur leurs dettes et des choses comme ça, de manière... c'est pas facile à trouver, donc c'est un élément. Donc je crois que... Et il y a des études aux États-Unis qui montrent que le private equity par rapport au public, au privé normal, il y a une étude dans le NBER qui montre que ça augmente le pourcentage de décès de 10% dans les EHPAD américains. Donc, c'est clair que tout ce qui va réduire l'appât du gain, on va dire, peut aider. Je crois personnellement que cette notion, c'est intéressant de parler de groupe par groupe et tout ça. Je crois que c'est quand même, et je dirais que tant dans le livre de Viscosa Castaner que dans l'émission, on voit bien que c'est l'idée qu'il y a des investisseurs qui doivent être rémunérés grassement et que les choses descendent. Et c'est du top-down. Je crois que ce qu'il faut faire pour éviter ce genre d'excès, c'est, disons, donner moins de pouvoir aux financiers et donner plus de pouvoir à des gens qui sont plus proches des intérêts des patients. Donc, je veux dire, d'abord, évidemment, plus il y aura de régulation, plus il y aura de transparence, moins l'incitation à ne pas être éthique va être grande. Mais je dirais qu'en plus, des choses comme s'assurer que, et j'en parle dans le petit article des Échos, mettre dans le conseil d'administration pas uniquement des représentants des actionnaires ou des représentants du personnel bien payé, parce que franchement, ça ne va pas être la solution non plus, mais mettre dans le conseil d'administration des représentants des patients, des
des organisations, etc. Je crois que c'était un élément. Un autre élément, je crois, c'est travailler vraiment sur la rémunération des dirigeants. Ça, c'est l'avantage, disons, de Corian ou Orpea par rapport à Domusvi, c'est qu'on peut aller voir leur rapport. Moi, je me souviens. Donc, ils disent, on va devenir entreprise à mission. Je ne sais pas où ça en est. Je n'ai pas l'impression que c'est déjà fait. Mais Corian est déjà, la CEO de Corian, elle est quand même, entre guillemets, notée aussi sur les performances sociales de l'entreprise, mais quand même, le truc le plus important, c'est elle reçoit des actions, des options sur actions. Je crois que ça devrait franchement être interdit. Il faudrait changer la méthode de rémunération. Il faudrait vraiment les rendre la lier à la performance en matière de santé. Et arrêter, alors je ne dis pas que, évidemment, il faut les pousser à faire des pertes, hein, donc je crois qu'on peut dire, voilà, vous devez arriver à vous assurer qu'il y a une rémunération de marché un peu classique, mais pas du 10%, 15%, 20%. Je crois que si on veut vraiment... L'avantage d'une structure d'entreprise à mission, c'est qu'elle a le droit légalement de ne pas simplement disons, suivre l'intérêt des actionnaires, parce que légalement, une entreprise privée, pour ça, c'est ça qu'elle doit faire. Et sinon, ils peuvent être traînés en justice. On a vu chez Danone, hein, ce qui est arrivé au patron, parce qu'il voulait faire une entreprise à mission. Donc l'avantage, si on a ça, c'est qu'on est légalement protégé si on fait autre chose que simplement servir l'actionnaire. Mais après, il faut rendre ça concret pour s'assurer que ce n'est plus ça qui compte, mais c'est le bien-être des patients. Alors la question, c'est jusqu'où est-ce possible de faire ça versus faut-il directement aller vers du non lucratif. Je suis d'accord que d'un autre côté, il y a parfois des économies d'échelle, il y a une série de choses qui peuvent être faites, mais il faut faire un bon équilibre, et je ne crois pas qu'il faut mettre la charge de la preuve sur ceux qui disent il faut changer les choses. Je crois fondamentalement que, bien sûr, il y aura jamais d'information empirique parfaite, mais il y a des moments où les choses sont tellement claires qu'il faut changer les choses, quoi. Je dirais que le secteur de la santé n'est pas un secteur comme celui des restaurants, c'est comme ça, où la concurrence et le marché, c'est bien évidemment. Donc ici, c'est des secteurs où, a priori, le point de départ doit être, il faut voir comment limiter les dérives actionnariales. Merci. Merci. Et du coup, si je comprends bien, en fait, vous seriez pour qu'il y ait plus d'entreprises à but lucratif, d'entreprises privées à but lucratif classiques telles qu'on les connaît, qui gèrent ce type d'établissement? Non, j'ai pas été jusque... Enfin, Oui, justement, c'est ce que je me demandais. C'est si vous alliez jusque-là ou pas. Que si vraiment on peut montrer qu'il y a des entreprises à mission qui peuvent vraiment bien fonctionner, moi je trouve que c'est bien. Mais l'idée que par définition, il était important d'avoir une boîte qui possède 1000 EHPAD, moi je crois que, enfin, j'ai pas encore vu ça, hein. Donc maintenant, si sûrement, enfin, je suis pas un expert non plus dans la littérature empirique là-dessus, mais je crois que bon, c'est un peu facile de dire voilà, il y a un intérêt à avoir des grands groupes et tout ça. Bon, à la limite, laissons faire les grands groupes et tout ça, mais mettons des conditions qui fait que, bon, certainement, je serais en faveur de dire dorénavant, les entreprises privées dans ce genre de secteur, ça doit être des entreprises à mission. Et puis, la vraie question, c'est qu'est-ce qu'on met dans la mission? Voilà. Enfin, bon, c'est mon avis, hein, c'est pour lancer le débat, hein. Voilà. Je vous remercie. Pierre-Yves Geoffard, je vous donne la parole maintenant. Vous, comme économiste, spécialiste des questions de santé, quel est votre regard sur ces considérations et ces réflexions? Qu'est-ce que ça vous suggère?
Oui, bonjour, bonjour à toutes et tous. Merci pour l'invitation. Merci aussi pour les interventions précédentes qui ont été très intéressantes. Si on reprend un peu la question de départ, c'était de cette table ronde qui est EHPAD et hôpitaux, quelle place pour le privé? En fait, la vérité, c'est qu'on ne sait pas répondre à cette question. Comme vous l'avez rappelé en introduction, il y a des et ça, c'est pas propre à la France, hein, c'est des éléments qu'on trouve dans beaucoup de pays. C'est à la fois dans le secteur hospitalier comme dans le secteur des soins de longue durée, du long-term care, ou ce qu'en France on appelle les EHPAD. C'est une combinaison d'établissements qui opèrent sur des statuts différents, publics, qui obéit à certaines règles, certaines contraintes, certains objectifs. Le privé, qui lui-même est réparti en deux types, des établissements à but non lucratif, et là on voit, c'est très présent dans le domaine de la santé, on voit ça aussi un peu dans le domaine de l'éducation. Ça traduit des éléments, ça vient de l'histoire, soit de mouvements associatifs, d'inspiration religieuse, ou alors solidaristes, davantage socialistes, on va dire. Donc des établissements à but non lucratif, et puis des établissements à but lucratif avec des actionnaires qui veulent être rémunérés. Les modes de financement de ces différents types d'établissements, alors qu'ils sont censés opérer en tout cas sur le même secteur et faire à peu près la même chose, enfin produire des soins et de la prise en charge. Les modes de financement ont longtemps été différents entre le public et le privé à but lucratif, hein. On avait des modes de financement qui étaient plus à l'activité, alors que l'hôpital était payé par budget global. Donc des modes de financement différents, des règles de gestion différentes, on l'a dit, notamment sur la gestion du personnel, sur le recrutement, sur la rémunération, sur les grilles de salaire, de promotion, etc. Donc on a des contraintes qui sont pas les mêmes, qui invite à se poser deux types de questions pour lesquelles la littérature empirique, et c'est pas propre à la France non plus, est assez, on va dire, ambiguë. Est-ce qu'on peut voir des différences de coûts? Est-ce qu'on peut dire qu'il y a des établissements qui sont un type de statut qui est plus favorable à une maîtrise des coûts de prise en charge? La vérité, c'est que, comme il a été dit, oui, on peut voir que des établissements publics ont des structures de coûts plus défavorables que des établissements privés, mais pour aborder cette question-là sérieusement, il faut vraiment contrôler par la différence des patients. On sait que l'hôpital public prend en charge des patients, toutes choses égales par ailleurs, qui sont qui sont en moins bonne santé, donc dans des situations plus graves. Et donc tout l'enjeu pour les économistes empiriques qui travaillent sur ces questions, dont je ne suis pas, hein, je précise, mais c'est beaucoup trop compliqué pour moi, ces questions-là. Mais c'est de se dire, est-ce que ces différences de patientèle sont ce qui entraîne des différences de coûts. Et aujourd'hui, on ne sait pas répondre à ces questions-là, hein. Tout l'enjeu, c'est d'arriver à contrôler empiriquement les différences d'état de santé des patients à l'entrée de ces établissements. Et ça, c'est vrai pour l'hôpital comme pour les EHPAD. Donc, la vérité, c'est qu'on ne sait pas très bien. Et puis, évidemment, la question numéro 1, celle qui a d'ailleurs déclenche le plus de réactions, c'est est-ce qu'on peut dire que ces différents statuts d'établissement correspondent également à des différences de qualité des soins? Donc on l'a vu, le scandale d'Orpea a pointé des pratiques totalement choquantes, scandaleuses, inacceptables sur un type d'établissement. n'est pas certain du tout que les choses soient systématiquement meilleures dans les autres types d'établissements. Donc ça c'est un élément sur lequel je crois il faut insister, c'est-à-dire qu'on a assez peu, on a
peu d'éléments pour comparer les structures de coûts entre types d'établissements, on en a peut-être encore moins pour comparer la qualité des soins. Alors on en a quand même un petit peu, hein, et évidemment c'est absolument clé. On peut pas réfléchir, je sais pas comment on fait pour réfléchir à l'organisation d'un secteur et pour arriver à des préconisations si on n'a pas d'éléments empiriques permettant de comparer la qualité des soins. Ça, je sais pas trop faire. En revanche, il y a une chose qu'on peut dire de manière assez non ambiguë, c'est qu'on a besoin de meilleurs indicateurs de qualité des soins. On a besoin de faire beaucoup d'efforts de ce côté-là. Est-ce que produire des indicateurs de qualité des soins plus fiables, plus transparents, plus lisibles, plus compréhensibles par les usagers aussi, hein, ou par l'entourage, parce que c'est pas forcément quelque chose d'évident à comprendre. Hein, la qualité des soins, ça prend différentes dimensions. Il faut rester à la fois sérieux, simple, parce que il faut que les usagers que tous les usagers puissent le comprendre, mais pardon, je suis un peu distrait par des bruits domestiques. Je crois qu'il y a une vraie demande d'information sur la qualité des soins. Il y a des outils qui existent, hein, mais qui sont très peu. La Haute Autorité de Santé diffuse sur sa page un outil qui s'appelle le Qualiscope, qui permet d'avoir des indications, des éléments d'information sur la qualité des soins. C'est un outil qui est assez peu connu et qui est pas très utilisé. Donc, si on peut faire de la publicité pour ce dispositif, ça existe. C'est loin d'être parfait, mais je crois qu'il y a une forte demande pour ces indicateurs-là. Est-ce que ça suffira pour faire jouer, pour qu'une forme de concurrence pousse les établissements dans le bon sens, c'est-à-dire donne les incitations à faire la meilleure qualité pour le moindre coût? C'est pas sûr du tout. C'est pas sûr du tout que on n'est pas sur un marché de savonnettes. Hein. Ce sont les décisions d'hospitalisation, mais encore à plus forte raison les décisions d'entrée en EHPAD. Dans les différentes enquêtes qu'il y a pu y avoir, moi, un élément qui m'a frappé, c'est de voir que des usagers et des parents, l'entourage, pouvaient être conscients de problèmes, y compris assez sérieux et répétés, de qualité des soins, de qualité de prise en charge, et malgré tout, ne pas chercher ou ne pas trouver de solutions alternatives. Donc malgré une expérience de qualité des soins négative, c'est pas forcément ça qui fait jouer l'aiguille de la concurrence. Donc c'est pas s'appuyer sur le comportement des patients et des usagers, des clients, on va dire, hein, sans vouloir choquer, pour améliorer la qualité des soins. C'est pas forcément, et pour réguler le secteur, c'est pas forcément très raisonnable de tout miser là-dessus, parce que c'est pas forcément comme ça que ça se passe. Maintenant, même si c'est pas, alors si c'est pas la concurrence qui produit les incitations à améliorer la qualité des soins et à le faire à coût raisonnable, c'est quoi? Il y a d'autres modes de régulation, évidemment, des modes de régulation incitatifs qui peuvent être mis en place, mais là c'est vraiment le rôle de la tutelle qui doit se substituer d'une certaine manière à cet aiguillon de la concurrence, si on a solide raison de penser que dans le domaine, il peut pas fonctionner. Dans tous les cas, que ce soit pour les usagers ou pour une instance de régulation qui régulerait un peu mieux le secteur, on a besoin d'indicateurs de qualité des soins. Et de ce point de vue-là, bon, j'ai mentionné Qualiscope, c'est une chose, mais je crois qu'il y a une très forte demande pour cette information sur la qualité des hôpitaux. Ce qu'on voit, vous savez, chaque année, il y a certains magazines qui font
un numéro spécial sur les classements. Alors, c'est le classement ou la qualité des soins dans tel ou tel hôpital, enfin, qui essaye de faire des indicateurs comme ça. C'est pas forcément c'est pas forcément exempt de critique, hein, c'est pas forcément parfait, etc. Mais ça existe et ce sont pour parler du point, hein, c'est le numéro qui fait le plus de ventes dans l'année. Donc il y a une vraie demande de ce point de vue-là. On a des outils, on a des éléments qui permettent de mesurer la qualité des soins. Je pense à des données. On a en France, on passe beaucoup de temps à dire que la France dispose des meilleures données de santé au monde. Alors, on pourrait en discuter, en débattre, mais enfin, le sentiment, en tant que chercheur, je suis également usager de ces données de santé. Le sentiment qu'on a, c'est que la conscience de la très haute valeur de ces données de santé est tellement élevée que ces données sont de plus en plus mises dans un coffre et sont de moins en moins accessibles, à la fois pour les chercheurs, mais également pour d'autres usagers, hein. Le numéro spécial sur la qualité des soins que sort le point chaque année s'appuie sur ces données, notamment sur les données du PMSI, qui existent depuis très très longtemps, qui était à une certaine période sans doute trop facilement accessibles. Pourquoi trop facilement accessible? Parce que ce sont des données quand même très très sensibles, donc il faut quand même faire très attention à comment elles circulent pour éviter que tout problème même si ce sont des données anonymisées, ce sont des données qui doivent être maniées avec beaucoup de précaution. Mais c'est aujourd'hui les autorités qui gèrent l'accès à ces données refusent l'accès à ces données par un support de presse comme Le Point, qui n'est pas un organisme de recherche, mais qui manipule ces données de manière relativement transparente. On peut observer les forces, les faiblesses de ça. La réalité, c'est qu'on se prive d'outils pour mesurer la qualité des soins, outils imparfaits, mais sur lesquels, encore une fois, si on n'avance pas sur ces questions-là, on ne voit pas comment comment on peut même réfléchir et même poser la question qui est posée sur cette table ronde, qui est quelle place pour le privé. Je crois que tant qu'on n'a pas d'éléments sur la qualité des soins qui soient un petit peu plus objectivés que alors bon, les enquêtes de cache investigation, on pourrait en parler, hein, en tout cas, on a besoin d'indicateurs de qualité des soins qui sont un tout petit peu plus objectivés que ce genre de reportage sensationnaliste. Voilà. Sachant que c'est pas une fatalité, hein, il y a des pays pour lesquels on a des données sur la qualité des soins qui sont beaucoup plus facilement disponibles. Tout ça, c'est forcément aussi un ensemble de questions qui va beaucoup évoluer, hein. Dans les indicateurs de qualité des soins, on sait que c'est vrai pour l'hôpital comme pour les EHPAD. On sait aussi que on ne peut pas ne pas intégrer dans ces évolutions de score de qualité le retour d'expérience des usagers, des patients, de l'entourage. Ça, c'est une démarche qui est en cours, qu'il faut évidemment encourager, mais donc voilà. Donc moi je dirais que le point principal, c'est arriver à objectiver de plus en plus, de mieux en mieux la qualité des soins. Et merci beaucoup Pierre-Yves Geoffard. Vous avez suggéré que dans d'autres pays, ces indicateurs étaient plus accessibles. Est-ce que vous pouvez juste développer un tout petit peu ce point, nous donner, enfin, vous pensiez à quel pays? Alors sur les données de long terme, hein, les soins de long terme, pardon, de long-term care, le pays pour lequel on a des données extraordinaires, sont les Pays-Bas. Sur les Pays-Bas, on a vraiment des indications beaucoup plus précises que ce qu'on a dans d'autres pays. Alors évidemment, c'est toujours un contexte spécifique. Et même moi, j'étais très frappé récemment par un chiffre enfin,
un élément empirique qui m'a beaucoup surpris venant de Belgique. Moi, je m'intéresse beaucoup aux inégalités sociales de santé. Ça veut dire que les inégalités sociales de santé, c'est le fait que les pauvres sont en moins bonne santé que les riches. Donc ça, c'est ce qui est à la fois sans doute choquant et qui soulève tout un tas de questions. Donc on aimerait bien comprendre pourquoi. Et c'est un phénomène qu'on voit partout. C'est quel que soit l'indicateur qu'on prend, à la fois sur le niveau, le statut socio-économique, que ce soit la classe sociale, le travail, etc. Mais selon l'indicateur de santé, on trouve cette corrélation entre richesse et état de santé. Un élément qui m'a vraiment surpris, c'était une étude belge sur la mortalité. Donc, sur la mortalité, c'est pareil, on voit que plus on est riche, plus on meurt tard. Hein, sauf, et il y a un élément sur lequel on ne voit pas ce gradient de santé, c'est pour les personnes en EHPAD. En Belgique. Alors moi, comme on voit cette corrélation entre niveau de revenu et mortalité ou état de santé, on le voit tellement partout que lorsqu'on ne le voit pas, ça devient vraiment un truc important. Donc voilà, pourquoi, j'en sais rien, mais en tout cas, il y a les moyens, on aurait les moyens de faire la même chose en France, avec un peu plus d'ouverture des données, de regarder est-ce que le taux de mortalité dans les EHPAD dépend du niveau de revenu des résidents, dépend du prix des résidences, etc. Il y a pas mal de choses qui seraient possibles, mais pour ça, il faut sans doute ouvrir un peu plus les données de santé. Je vous remercie beaucoup. Je propose du coup qu'on ouvre la discussion plus entre vous. Je crois, Christophe Pascal, que vous vouliez réagir sur la question de la qualité, du paiement à la qualité et de la concurrence par le personnel. Oui, si vous m'entendez cette fois-ci correctement. Effectivement, je voulais peut-être apporter deux compléments à la discussion. C'est vrai que l'idée d'introduire un peu plus de perception et d'évaluation de la qualité comme élément finalement de régulation de la concurrence par le client est une idée qui est très présente en France comme dans beaucoup de pays. Alors, ce qui est intéressant en France, c'est l'introduction et le renforcement des dispositifs de paiement à la qualité qui sont censés atténuer le financement habituel à l'activité qui lui, ne tenait pas compte de la qualité. Donc, il y a ce premier élément pour les établissements de santé, c'est le paiement à la qualité, une fraction de ce qui était reversé jusqu'à présent, simplement de façon corrélée au niveau d'activité, au volume d'activité, va désormais être redistribué sous forme d'ailleurs plutôt de pénalité. On avait d'abord testé des incitations, la carotte, et maintenant on est plus sous une vision punitive. Les établissements qui ne remplissent pas un certain nombre de critères de qualité, comme par exemple la présence systématique d'un courrier de sortie dans les dossiers, se voient voient leur financement minoré, et donc on essaye d'introduire en France de façon systématique la modulation par le paiement à la qualité. Et puis, moi, je suis d'accord avec mon collègue. Ces efforts de transparence et d'accès aux données au grand public, malheureusement, n'ont pas complètement démontré leur efficacité pour le moment. On n'a pas de statistiques. J'ai cherché également. On ne sait pas si les sites qui s'appelaient Scope Santé, qui s'appellent maintenant Caliscope, sont beaucoup fréquentés ou pas. Je n'ai pas trouvé de rapport officiel, aucune publication. Messieurs peuvent me tromper dans l'océan des publications, mais je n'ai pas trouvé d'informations sur le taux de fréquentation de ces sites. C'est quand même un sujet. Et effectivement, je déplore comme vous le fait que les données soient maintenant dans un coffre-fort. C'est très bien pour protéger les données personnelles des Français, c'est essentiel, mais on aboutit presque à un paradoxe, c'est-à-dire que pour accéder aux données, là maintenant, il faut vraiment être extrêmement motivé. Je participe en tant que chercheur à une cohorte d'insuffisants rénaux. Plus de 4 ans après, on n'a toujours pas accès en tant que chercheur aux données. Elles sont vraiment très bien protégées maintenant. Peut-être qu'il faut trouver un juste équilibre. Voilà. Juste par rapport à ça, vous semblez suggérer qu'il y avait un temps où c'était plus ouvert l'accès aux données. De quand daterait le basculement ? Il bascule à partir du moment où on a voulu créer
finalement, mais ça serait, je parle sous contrôle de mes collègues, mais presque un petit peu avant le moment où on a voulu faire le Health Data Hub et l'idée qu'il fallait un petit peu centraliser et verrouiller l'accès aux données effectivement du PMSI, qui peut-être était un peu trop largement ouvert. C'est vrai que c'était relativement facile d'avoir accès à la base de données, Ah oui. Mais ça permettait une mise en discussion des données. Ça permettait des échanges sur la façon dont elles sont produites, sur leur qualité, etc., etc. Maintenant, on est un peu confronté à une boîte noire, avec du fait sans doute du souci louable d'éviter les polémiques sur l'accès aux données de santé, même si dans le PMSI, il n'y a pas directement, on ne peut pas remonter aux patients facilement. C'est quand même, il faut être... D'abord, c'est un délit sévèrement puni, et c'est quand même techniquement pas évident. Bon, il y a quand même un certain nombre de dispositifs. On peut remercier les gens de l'INSEE et autres qui ont monté ces dispositifs. C'est quand même, qui ont contribué, c'est compliqué. On ne remonte pas comme ça aux patients, c'est même quasiment impossible. Oui. Si je peux rebondir sur ce point. On a un bouleversement du cadre conceptuel d'accès à ces données qui est le RGPD, le Règlement général sur la protection des données, qui est un cadre européen, qui est plutôt sur un modèle de confiance. De confiance envers les usagers et de contrôle a posteriori. C'est-à-dire que on fait confiance, évidemment, il y a toujours des règles à respecter, mais on contrôle a posteriori que l'usage a été correct. En France, c'est pas comme ça qu'on faisait. C'est-à-dire qu'en France, on avait plutôt le contrôle a priori, le contrôle pendant, mais assez peu d'évaluation a posteriori pour savoir. Et le RGPD n'est pas venu changer les pratiques, mais est venu rajouter des contraintes. C'est-à-dire que maintenant, on a contrôle a priori, contrôle pendant, évaluation a posteriori. Donc, c'est même pas qu'on a ceinture et bretelles. On a ceinture, bretelles, airbags latéraux, dans tous les sens. Le résultat, on peut plus bouger, quoi. On peut plus bouger. On peut plus avoir. C'est quand même un vrai problème parce que certes, ces dispositifs protègent extraordinairement de manière extraordinairement solide la confidentialité des données, etc. Mais qu'on pense aux pertes de chance dans beaucoup de domaines qui sont liés au fait que ces données ne sont pas accessibles, ne sont pas exploitables pour améliorer la qualité des soins, pour réduire les inégalités de santé, pour améliorer la performance d'établissement. Le blocage et le faible et l'accès de plus en plus difficile à ces données du point de vue de la santé publique est un vrai souci. Je vous remercie. Alors, Aline Choquet, vous vouliez revenir sur la question des indicateurs. Oui, tout à fait. Effectivement, les indicateurs de qualité, vous avez relevé qu'ils avaient besoin d'être objectivés. Et je pense que c'est vraiment un problème essentiel, notamment dans le secteur médico-social, puisque on est déjà sur des établissements, à la différence du sanitaire, de longue prise en charge, et où ce qu'on vient évaluer, c'est les savoir-être et les savoir-faire. De même, ce qui va différencier, c'est la perception que l'ensemble des personnes vont avoir de ce qui est la qualité. Je vous donne un exemple dans l'autonomie. On peut imaginer que des soignants vous trouvent qu'un accompagnement de qualité va être celui qui va renforcer le développement et la préservation de l'autonomie des personnes. Et parfois, vous allez avoir des personnes qui vont se dire être accompagné avec une bonne qualité, c'est être servi. Et on va voir qu'on a un décalage des fois sur ce qui est perçu. D'où effectivement une importance à objectiver ces indicateurs, à discuter, à dialoguer et à rendre transparent pour le public la prestation qui est réellement effectuée, un petit peu la philosophie aussi qui est proposée dans les différents établissements. Donc on voit qu'effectivement on s'attelle à des chantiers assez importants dans ce domaine.
Voilà, c'était la précision que je voulais apporter. Et on n'est qu'au début, je pense, de cette objectivation dans la réforme qui arrive, où le grand problème actuellement, c'est bien ça, c'est comment on arrive à objectiver la qualité dans un secteur où l'accompagnement est sur des longues périodes et où on n'est plus sur une appréciation d'un soin technique à un moment donné, mais bien sur du très long terme. Je vous remercie. Mathias de Vatripon, sur cette question des indicateurs. Oui, donc moi je trouve que il me semble qu'il y a un accord assez grand pour dire que on manque de données, c'est pas facile de les trouver, que définir donc ce qu'est exactement la qualité, etc., c'est compliqué. Si je reviens maintenant après sur la question de quand est-ce qu'un marché est bien et quand est-ce qu'un marché est moins bien, il y a quand même un accord général pour dire que bon, ça va fonctionner si le consommateur résident patient comprend la qualité de ce qu'il consomme et que s'il n'est pas content, il peut aller voir ailleurs. Bon, j'ai l'impression que trouver un nouvel EHPAD, c'est pas simple. Hein. Je veux dire, donc, il me semble qu'il y a énormément de conditions qui sont réunies pour dire que le marché ne va pas bien fonctionner. Et dans cette optique-là, il me semble que c'est presque un principe de précaution de dire attention, si vous faites entrer le loup dans la bergerie, assurez-vous quand même qu'il ne va pas faire trop de dégâts. Et dans cette optique-là, je trouve, mais j'aimerais bien avoir un peu plus vos avis sur la question, dire on va essayer de quand même réduire les incitations à gagner beaucoup d'argent en faisant des entourloupes, c'est quand même un principe qui me semble pas controversé. Pendant 6 ans, je me suis occupé de supervision des banques. Ils avaient évidemment fait énormément de bêtises, donc c'était le bon moment pour un peu serrer la vis. Ben, on a quand même, outre une série de régulations, on a dit, ben voilà, il faut qu'un chief risk officer soit dans le comité de direction pour un petit peu s'assurer que c'est pas juste le chief financial officer qui est là pour gagner le plus d'argent possible. On s'assure qu'ils peuvent pas avoir, c'est l'Europe qui a décidé, qu'ils peuvent pas avoir une rémunération variable qui soit plus que 100% de la rémunération fixe. Il faut qu'en plus ce soit pas avant 5 ans, etc. Donc l'idée, je suis d'accord que Cache Investigation, c'était un peu à charge, hein, on est d'accord, mais le bouquin de Castanet, si j'ai bien compris, les enquêtes publiques ont tout à fait validé ce qu'il a dit. Donc on a quand même pas mal de considérations théoriques, de bon sens économique, etc., qui disent attention, il y a des abus assez clairs, on comprend pourquoi, d'où ils viennent. Moi, je dirais que essayer de réduire la course au profit, ça me semble une mesure assez soft. Hein. Alors, ce serait intéressant effectivement que vous réagissiez à cette question, mais avant, il y avait une question d'une personne qui assiste à la conférence, qui me semble en lien avec la question des indicateurs, donc je pense qu'on pourrait y répondre maintenant, qui est comment pouvons-nous donc savoir si les patients sont mieux ou moins bien traités dans le secteur public ou privé ? Qui se lance? Qui veut se lancer? Je vais bien essayer de me lancer, puis mes collègues compléteront. Je ne pense pas qu'on peut généraliser actuellement. Vous allez trouver partout des établissements qui vous font des accompagnements formidables, et que ce soit dans le public, dans le privé, dans l'associatif, et de même des accompagnements qui vont être de moins bonne qualité. Et c'est bien l'enjeu actuellement, c'est d'essayer de rendre ça plus visible. Vous avez mentionné les enquêtes, par exemple, qui se font. Le Nouvel Obs vient de publier les 300 meilleurs EHPAD en France. Et quand on regarde sur quoi il se base sur les enquêtes de satisfaction. Problème, même une enquête de satisfaction, des fois, est très biaisée. Et de la façon dont on répond, on ne peut pas toujours non plus s'en satisfaire. Donc, c'est pas facile. Moi, je dirais qu'une personne qui veut savoir un petit peu ce qui s'y passe actuellement, la meilleure chose, c'est d'aller visiter, de se rendre dans l'établissement, de discuter avec les professionnels, d'échanger avec les personnes pour avoir aussi
une idée de l'accueil qui vous est proposé, des prestations qui sont offertes. Je pense que l'appréciation individuelle de ce côté-là, elle reste toujours très importante, même si on a besoin d'indicateurs qui nous orientent aussi, pas seulement pour la connaissance du public, mais aussi pour la régularisation par les financiers. Je ne sais pas si mes collègues veulent compléter. Moi, je veux bien. Oui, Si je peux dire 2 mots. Oui, je suis d'accord. La question, elle est diabolique. Ça dépend un peu d'abord du secteur. Choisir un EHPAD, c'est pas comme choisir un établissement pour faire une opération chirurgicale. Donc un établissement, c'est un lieu de vie. Donc c'est très compliqué. C'est un petit peu comme choisir un hôtel ou un nouvel appartement pour une durée très longue. Et à part la visite, on connaît pas beaucoup d'autres critères. Vous avez sans doute raison. D'ailleurs, quand on choisit un lieu de vie autre qu'un EHPAD, généralement, on va le visiter et puis on a des techniques assez artisanales pour choisir son lieu de vie généralement. Quand on choisit un établissement de santé, c'est un petit peu différent parce que qu'est-ce que ça veut dire être bien ou moins bien traité? Si vous posez un regard très froid sur la performance soignante ou clinique pure, moi, tout ce que je peux dire, c'est que la seule certitude qu'on ait, par exemple, en chirurgie, c'est que plus vous prenez un praticien qui fait un nombre élevé d'actes du même acte, meilleure est la probabilité que l'acte soit bien réalisé. Personnellement, c'est ce que je m'applique quand je dois recourir au système de santé pour des choses un peu pointues. Si j'ai pas d'idée a priori, je recherche dans les statistiques, et ça on peut le trouver, ou par presque bouche à oreille, mais il y a des statistiques. Je recherche l'établissement qui fait le plus d'actes qui m'intéressent. Et je me dis que j'ai une bonne probabilité d'avoir quelqu'un qui est relativement bien entraîné. Et à défaut d'autre chose, je me dis que c'est sans doute ce qu'il y a de moins mauvais comme critère. Après, je serai peut-être très mal accueilli en termes d'hôtellerie. Ça sera peut-être épouvantable en termes de nourriture. Mais là, on est dans le soin aigu. Donc, c'est un choix. J'arbitre sur des préférences. On peut aussi avoir des personnes qui mettent le focus sur l'hôtellerie et qui se disent que tous les praticiens se valent. Voilà. Mais au-delà de l'hôtellerie, au-delà de l'hôtellerie, juste ça peut être une dimension peut-être qui peut être plus fondamentale, qui est la dimension d'explication, la dimension relationnelle. Oui, bien sûr. Mais nécessairement, elle va quand même venir après, c'est-à-dire que le chirurgien, une fois qu'il vous a opéré, il y a une question d'habileté manuelle, alors, qui sera peut-être gommée demain avec les robots, mais c'est un sujet qui pourrait donner une autre conférence. Mais il y a d'abord l'habileté, mais manuelle, la capacité de diagnostic, l'exercice intellectuel. Et effectivement, il y a bien entendu l'expérience patient qui se rajoute et sur lequel on met énormément le paquet maintenant, avec des indicateurs inventés d'ailleurs par les économistes, qu'on appelle les PREMS et les PROMS, où on va mesurer les résultats tels qu'ils sont ressentis par le patient et l'expérience, le vécu tel qu'il est ressenti par le patient. Pour le moment, les PROMS et les PREMS, il n'y a pas de publication, c'est pas accessible au public. D'abord parce qu'on commence juste à les mesurer, c'est loin d'être exhaustif, et que c'est quelque chose qui n'est pas du tout en routine sur toutes les pathologies, tous les établissements. Donc on a assez peu d'informations. On a Scope Santé, ils ont changé le nom, Caliscope. Je vous invite à aller le regarder, ça donne déjà des premières indications sur la certification. Ça vaut quand même le coup. C'est vrai que c'est méconnu, ce site, vraiment méconnu. On a quelques indications quantitatives aussi dans ce site ou les sites satellites officiels. Et donc, la quantité et le résultat de la certification, ça donne une approximation de la qualité, mais sur le cœur. Après, il y a tout ce qu'il y a autour, l'accueil, l'information. Donc, il est mesuré quand même dans la certification, qui est une belle mécanique, un peu bureaucratique, mais quand même, il y a un avant et après certification en France. Ça a quand même considérablement amélioré les choses de mon point de vue. Alors, sur la question qui a été posée, est-ce que Pierre-Yves Joffard ou Mathias de Vatripon, vous voulez réagir ou on passe à notre question suivante sur la régulation, en fait, la question de réduire la course au profit? Ouais. Si la question est toujours la même, comment on peut savoir si les patients sont mieux ou moins traités? Je crois que la vérité, c'est qu'on ne sait pas. La vérité, c'est qu'il ne peut pas y avoir il n'y a pas qu'aujourd'hui, en tout cas, sauf si je n'ai pas vu passer des choses, mais à ma connaissance, il n'y a aucune étude qui prendrait
qui prendrait en compte la différence de. Il y a des éléments qu'on sait, mais on sait que sur l'hôpital, il y a quelques éléments qu'on sait, mais ils sont pas suffisants pour répondre à cette question. On sait que les hôpitaux, l'hôpital public et les hôpitaux privés à but lucratif ont une spécialisation différente. Hein, les cliniques privées sont spécialisées davantage sur des actes, des interventions plus, je dirais, plus standards. Ça ne veut pas dire qu'on n'y fait pas de recherche, mais on y fait quand même moins de recherche. Il y a moins de soins à la frontière de la recherche et peut-être une attention plus grande aux qualités d'hébergement, à ce qu'on appelle l'hôtellerie, hein, qui est une part importante aussi de l'hospitalisation. Hein. Donc les conditions d'accueil, de la qualité des repas, hein, ce genre de choses. Donc il y a des spécialisations différentes. Mais je suis totalement d'accord avec mon collègue sur le fait de si on doit si on doit avoir à choisir un établissement, c'est pas du tout la même chose de choisir un EHPAD et choisir un établissement où on va se faire opérer de la cataracte ou d'un remplacement de hanche. C'est quand même pas la même chose, mais que le premier critère, en tout cas pour la chirurgie et pour l'obstétrique, c'est de regarder combien d'actes sont pratiqués par tel ou tel praticien. C'est même pas au niveau de l'hôpital, ni même au niveau du service qu'il faut descendre. Mais idéalement, il faut savoir docteur machin, combien de cette procédure, cette intervention que vous pouvez faire, combien vous en avez fait l'an dernier. Ça, la chirurgie, c'est un métier manuel. Si on pratique, plus on pratique, plus les chirurgiens pratiquent avec les mains, plus ils sont compétents. Le jour où Mais ça, comment on le sait? Parce que du coup, c'est une information publique ou faut appeler le secrétariat? Au niveau des hôpitaux ou au niveau des services, ça, on peut avoir l'information sur les. Et puis, on peut demander au Toubib, on peut demander. Il y a certains, face à ce genre de demande, enfin le retour qu'il peut y avoir de certains patients qui ont pu faire ce genre de démarche, qui ont pu entrer dans ce genre de démarche, c'est que l'accueil est assez variable, on va dire. Hein. Il y a certains professionnels qui sont très choqués qu'on puisse leur poser cette question. Puis il y en a d'autres, au contraire, qui comprennent très bien parce qu'ils savent parce qu'eux-mêmes sont au courant de la littérature, savent que c'est le premier déterminant de la qualité des soins, c'est l'expérience c'est l'expérience, il s'agit pas qu'elle soit trop ancienne, c'est l'expérience récente, hein, c'est le fait que la main soit là, quoi. Et ça, il y a aussi beaucoup de professionnels qui sont tout à fait prêts à être transparents sur cette question-là. En général, rien que cette réponse-là, la manière de répondre à cette question est déjà un indicateur de qualité des soins. Un praticien qui va dire non, écoutez, ces statistiques-là, moi je veux pas les diffuser. Bon. C'est un premier signe de méfiance. Au contraire, un praticien qui va avoir ces éléments à jour et qui va pouvoir les objectiver, qui va pouvoir dire l'an dernier, cette intervention, je l'ai fait tant de fois. Dans mon service, il y a également tel autre chirurgien qui l'a fait tant de fois. Ça veut dire que il y a sans doute une meilleure attention aux éléments qui déterminent la qualité des soins. Donc voilà, vous voyez qu'on est très très loin de pouvoir répondre à la question de manière très générale. Est-ce que c'est mieux dans le secteur public ou privé? Mais oui, et il y a aussi une grande différence. Pour des soins électifs, pour des opérations qui peuvent être planifiées, il faut quand même se dire que ça peut valoir le coup de poser un certain nombre de questions à plusieurs établissements ou à plusieurs praticiens. Oui, ce qui me frappe aussi dans vos réponses, c'est en fait l'espèce d'abîme qu'il y a entre, d'une part, l'idée, l'ambition en fait d'avoir vraiment des indicateurs qui nous permettent de savoir à quoi nous en tenir, et puis la réalité très concrète de comment on bricole en fait, enfin comment chacun en fait, chacun et chacune est amené à bricoler concrètement quand la question se pose. Je vois que l'heure tourne. Je voulais qu'on revienne sur la question soulevée par Mathias de Vatripon. Est-ce qu'on peut se mettre d'accord quand même sur la nécessité de réduire la course au profit en matière de dépendance et de soins?
Personne ne réagit. Bon, alors je vais réagir. Alors, Mathias de Vatrigan a déjà pris la parole là-dessus, donc peut-être oui, c'est pas lui. moi, je suis pas convaincu. Hein. Je suis pas convaincu. Lorsque il y a aucune incitation dans un système lorsque le système ne récompense pas de manière financière et monétaire la qualité des soins, évidemment, la recherche du profit va se faire au détriment de la qualité. Parce que la qualité, dans certains cas, dans beaucoup de cas, peut être coûteuse. Donc ça, c'est une réalité. Est-ce que pour autant la recherche du profit est un aiguillon qu'il faut supprimer? Moi, j'en suis pas sûr du tout. Si on a un bon système qui rémunère, si on a, c'est une hypothèse forte, mais si on a un bon système de rémunération à la qualité, soit paiement à la qualité, comme ça a été évoqué, soit des gens, des usagers qui font jouer la concurrence et qui quittent les établissements de mauvaise qualité pour aller chercher des établissements de meilleure qualité. Si on a ces éléments-là qui sont en place, l'un ou l'autre, à ce moment-là, la recherche de la qualité peut conduire à une rémunération plus élevée, et je ne vois pas très bien pourquoi dans ce cas-là se dire que chercher plus de profit, si c'est forcément en lien avec une meilleure qualité des soins, je vois pas en quoi ça serait choquant, quoi. Alors dans une vision morale, évidemment, la recherche du profit c'est mal, mais c'est pas de ça qu'on parle ici. On essaye de. Oui, mais vous avez vous-même dit que le si était une hypothèse très forte. Oui. Donc, si la recherche du profit est liée à la qualité des soins, mais si c'est pas le cas, si on n'a pas là pour l'instant. Ce que je dis, c'est si le système de régulation est tel qu'il donne aux acteurs l'incitation, qui donne aux acteurs une rémunération plus élevée lorsqu'ils font une meilleure qualité des soins, eh bien, à ce moment-là, on ne voit pas pourquoi ne pas permettre aux acteurs de rechercher plus de profit serait une mauvaise chose. Je ne vois pas. Oui, mais si cette condition n'est pas réalisée. Ah bah, mais oui, mais ça, si elle est pas réalisée, à ce moment-là, je sais, encore une fois, tant qu'on n'a pas d'éléments sur qui permet d'objectiver la qualité des soins, moi je sais absolument pas comment réguler un système où on n'observe pas la qualité des soins, quoi. Là, moi je sais pas. C'est la première chose à faire, quelle que soit la manière dont on régule, quelle que soit la place qu'on peut envisager pour tel ou tel type d'acteur, c'est d'avoir des meilleurs indicateurs sur le qualité des soins. Tant qu'on n'a pas ça, je vois pas très bien comment on peut. Voilà. Aline Choquet et Christophe Pascal. Aline, vous souhaitez réagir d'abord, Aline? Oui. Juste, moi, effectivement, je suis tout à fait d'accord. Je pense qu'une des premières choses à faire, c'est effectivement d'arriver à objectiver cette qualité, parce que sinon, on aura toujours une difficulté et bien évidemment, on risque de tourner en rond, quoi. Mais ça demande sûrement des débats importants, et puis d'associer à la fois les professionnels, les usagers, les familles, les financeurs. C'est une démarche qui est quand même effectivement assez importante à pouvoir faire. Alors, je vois qu'une des questions qui était posée, c'était aussi les conseils de la vie sociale, alors qui est aussi un élément effectivement à inclure dans les débats. Et il y a une loi qui vient d'être votée. Vous allez dire, il y a beaucoup de choses qui se passent actuellement, mais c'est la réalité. Et puisque les conseils de la vie sociale vont avoir une part beaucoup plus importante à partir de l'année prochaine, et notamment. Alors, peut-être il faut rappeler ce que c'est. Je ne suis pas sûre que tout le monde sache ce que sont les conseils de vie sociale. Alors, le conseil de la vie sociale, en fait, réunit des représentants des usagers et des familles. C'est un lieu de discussion sur l'organisation de l'établissement, sur différents points par exemple les animations, les repas, l'expression des usagers. C'est un outil qui était compliqué à utiliser, parce que notamment dans les EHPAD, parce que y a le turnover des personnes.
et qui va être renforcé pour qu'il soit plus visible et plus efficace, on espère, pour prendre part à ce débat sur la qualité. Je vous remercie. Christophe Pascal? Alors, en complément sur la qualité, effectivement, bon, c'est un sujet qui est compliqué parce qu'il y a des projections morales de tous les côtés. Mais simplement, si la qualité est garantie, qu'elle est identique, quel que soit le propriétaire de l'outil de production, si la qualité des soins est garantie. Et si, deuxième question très importante, on garantit pour l'usager que ça lui coûtera la même chose pour bénéficier des soins, je vois pas pourquoi, finalement, quel est le problème au fait que certains s'enrichissent plus que d'autres. En tout cas, là, comme ça, je vois pas véritablement quelle est la question. D'ailleurs, c'est pas forcément un sujet, mais ça veut pas dire que c'est une vérité. Mais dans les sondages, les Français sont pas nécessairement contre le fait qu'il y ait un système privé. Il y a cette idée un petit peu de choix qui est présente. Donc, c'est peut-être question effectivement, qui sera portée par la capacité à contrôler la qualité des soins. Mais on a quand même déjà des choses très structurantes, hein. Et puis la capacité, par contre, à s'assurer que les barrières financières ne sont pas trop présentes et qu'on peut choisir et tout le monde peut se payer les soins dans quel que soit le type d'établissement. Voilà, donc, ce sont peut-être les deux facteurs qu'il faudrait surveiller, peut-être plus que de vouloir agir sur les profits. Il y a aussi une question plus large de politique publique. L'État aurait-il les moyens ou l'assurance maladie de prendre à sa charge, vous l'avez dit en introduction, la totalité des investissements du secteur, si demain on mettait fin à la propriété du capital par des groupes? Malheureusement, voilà, il y a un historique, il y a une situation telle qu'elle est, et ça, c'est des questions. Alors là, il y a des gens beaucoup plus compétents que moi autour de la table et ailleurs pour essayer de modéliser cette question-là, qui est quand même un vrai casse-tête en vie réelle, hein. Donc là, il y a des gros enjeux. Et puis les CVS, les conseils de la vie sociale, simplement, effectivement, c'est un très bel outil. La difficulté, c'est de le faire vivre au quotidien. Comme ça a été dit, les personnes âgées décèdent, les proches s'investissent, ont déjà du mal parfois à rendre visite à leurs parents dans les établissements. Donc, il y a des participations fluctuantes. Et donc, c'est une idée là qui pose des questions très opérationnelles. Et effectivement, les pouvoirs publics s'attellent à essayer de renforcer ces comités. Mais c'est un vrai défi de passer de la bonne idée à quelque chose qui vit pleinement. Il y a des établissements qui y arrivent, mais au prix d'investissements très importants, je dirais, des personnes qui animent tout ceci. Et là, il y a des questions intéressantes, hein, d'essayer de répliquer les meilleures pratiques. Ça sera un enjeu dans les années à venir, certainement, de développer ça, ou peut-être une participation plus directe. L'ère est à la démocratie plus participative. Pourquoi passer par des comités avec des représentants? Il y aura peut-être autre chose dans les années à venir. Mais ça reste quelque chose d'important et qui est peut-être sous-exploité aujourd'hui, hein, qu'on pourrait sans doute mieux utiliser. Je suis d'accord, c'est important. Je vous remercie beaucoup. Alors, on arrive à la fin de notre table ronde. Je voulais juste redonner la parole quelques instants à Mathias de Vatripon sur cette question, j'imagine, de la course au profit. Oui, un grand merci à tout le monde. J'ai l'impression que je suis un peu en minorité ici, mais pas de problème, hein. Bon, je ne sais pas ce que Céline en pense, mais les trois autres, je comprends bien. Bon, je suis économiste, donc je crois à la concurrence, je ne suis pas contre le profit. Je crois néanmoins que, bon, on est tous d'accord que les marchés marchent mieux dans certains secteurs que dans d'autres. En plus, l'idée de dire quand même, si on ne connaît pas toute l'évidence, bon, à ce moment-là, on est quand même obligé de prendre une décision et il n'y a pas de décision neutre. Donc, soit on permet ce genre de choses qui n'existaient quand même pas tellement il y a quelques décennies, continuer comme ça. C'est intéressant, enfin, on pourrait avoir un débat sur les universités. Pourquoi est-ce que les universités sont not for profit et pourquoi les universités for profit ont été un désastre complet aux États-Unis, notamment Donald Trump en a fait une d'ailleurs. Et en quoi est-ce que ce genre de situation avec des concurrences entre universités publiques, universités privées, mais sans but lucratif, est-ce que ça veut donc dire qu'il faut introduire le private equity dans les universités? Enfin, c'est peut-être un débat intéressant pour la prochaine fois. À mon avis, je crois que vous préférez
comme moi d'ailleurs, être dans des universités sans but lucratif. Mais bon, voilà. Ok, très bien. Je vous remercie beaucoup. Oui, juste pour répondre à votre interpellation, Mathias, moi, il me semble que les conditions qui ont été posées pour ne pas, en tout cas, entraver la recherche de profit, je les comprends, mais il me semble que c'est des conditions extrêmement fortes qui ne sont pas réunies aujourd'hui. Du coup, je trouve que ça aurait toute sa pertinence. Voilà. Voilà. Là, on arrive à la fin de l'heure et demie qu'on passait ensemble. Donc, je vous remercie beaucoup pour vos interventions, votre participation. Je remercie aussi beaucoup toutes les personnes qui ont assisté à cette conférence. Et voilà. Je ne sais pas très bien comment ça se passe, si après on peut la retrouver en ligne ou pas. Mais voilà, j'imagine que c'est marqué sur le site des GECO. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup.